Le gel de l'échographie était froid sur mon ventre. Je regardais l'écran, attendant ce battement familier du cœur de mon bébé. Mais le docteur Brennan ne regardait pas l'écran. Elle fixait mon dossier, le nom de mon mari imprimé proprement en haut. Ses mains se mirent à trembler. Puis, elle éteignit le moniteur. Le rassurant grésillement en noir et blanc disparut. « Madame Mercer, » murmura-t-elle. « J'ai besoin de vous parler en privé, tout de suite. » Mon propre cœur martelait mes côtes. Quelque chose ne va pas avec le bébé, pensai-je, une peur primale inondant mes veines. Elle me conduisit à son bureau, ferma la porte et la verrouilla. « Vous devez quitter votre mari aujourd'hui, » dit-elle, le visage pâle, « avant de rentrer chez vous. » Je ris, un son sec, choqué. « Quoi? Pourquoi? Nous attendons un bébé. Nous sommes heureux. C'est précisément le problème. » Elle ouvrit un tiroir et en sortit un dossier. « Ma sœur travaille dans votre clinique de fertilité. Il y a 3 semaines, elle est venue me voir en pleurant. Elle m'a tout raconté. Quand j'ai vu le nom de votre mari, je l'ai reconnu. Elle disposa les documents devant moi. Et mon monde, la vie parfaite que j'avais construite avec Grant Mercer, se réduisit en cendres. D'après les documents, Grant avait soudoyé une infirmière et un embryologiste dans la clinique qu'il avait si soigneusement choisi pour notre FIV. Il avait payé 50 000 $, de l'argent qu'il avait détourné de ses propres clients, pour remplacer son échantillon de sperme stérile par celui d'un donneur payé. Son plan était monstrueux. Après la naissance, il modifierait les dossiers de la clinique pour faire croire que nous avions conçu naturellement. Puis, il suggérerait un test ADN sentimental et mignon, qui révélerait que j'étais soi-disant infidèle. La clause sur l'adultère de notre contrat de mariage m'obligerait à lui verser 500 000 $ et à renoncer à mon héritage, la fiducie de 2,3 millions de dollars de ma grand-mère et la maison historique de la famille Wilson. Je restais assise là, insensible. Les nuits tardives, le téléphone secret, son obsession soudaine pour accéder à mon argent, tout s'assemblait en une image terrifiante. Ma mère avait essayé de me prévenir. Son sourire ne va pas jusqu'à ses yeux, avait-elle dit. Je l'avais choisi, lui, plutôt qu'elle, et nous ne nous étions pas parlé depuis 2 ans. Un calme froid et tranchant descendit sur moi. Il pensait que j'étais faible, une proie facile. Je rentrai à la maison en souriant. Je le serrai dans mes bras, lui montrai la photo de l'échographie, manquée de sa journée. Cette nuit-là, tandis qu'il dormait profondément, je restais éveillée à élaborer un plan. Le lendemain matin, j'engageai un détective privé. En 10 jours, elle confirma tout, les 180 000 $ de dettes de jeu, le détournement et la liaison de 8 mois avec son assistante. Je rencontrai l'infirmière repentante, Molly, qui accepta de témoigner. Je trouvai même le donneur de sperme, un étudiant diplômé horrifié qui ignorait tout de sa participation à une fraude. Puis, j'appelai ma mère. « Tu avais raison », sanglotai-je. « Surtout. Il n'y eut pas de « je te l'avais bien dit », juste « de quoi as-tu besoin, ma chérie ?» Son amour, ferme et inconditionnel, me brisa et me reconstruisit en même temps. Avec son aide, je trouvai un avocat et un procureur. Nous rassemblâmes les preuves. Un mandat d'arrêt fut émis. 6 semaines plus tard, je suggérai une fête de lune de bébé, dans la propriété de ma grand-mère. Les yeux de Grant s'illuminèrent, une autre scène pour sa performance. Il n'avait aucune idée que ma version de m'occuper de la fête incluait des policiers dans la maison d'hôte. Le jardin était en pleine floraison. 50 invités échangeaient des propos. Grant était radieux, le mari attentionné. Comme prévu, il passa à l'action. « Tu sais ce que nous devrions faire, chérie ?» annonça-t-il en m'attirant près de lui. « Prenons un kit de test ADN. Nous pourrons ouvrir les résultats ici même, célébrer la vérité. » La foule murmura son approbation. Intérieurement, il jubilait. Je m'avançai vers le microphone. « Mon mari a raison, » dis-je d'une voix claire. Aujourd'hui devrait être consacré à la vérité. Je sortis le dossier. Je révélai les pots de vin, les échantillons échangés, le donneur. Je révélai le détournement, les dettes de jeu, la liaison. Un par un, les témoins s'avancèrent. Molly,
le donneur, le patron de Grant. Je montrai les photos. La coupe de champagne de Grant se brisa sur les pierres. « Elle ment! Ce sont les hormones! » Puis 2 officiers traversèrent la pelouse. Ils lui passèrent les menottes devant ses parents en larmes, ses amis médusés, le cercle social qu'il avait tant travaillé à impressionner. « Daphné, je t'en prie! » supplia-t-il tandis qu'il l'emmenait. « Pense à notre bébé, à notre famille. » Je regardais l'homme qui avait promis de m'aimer tout en tramant ma destruction. « Nous venons justement de l'élucider, » dis-je. La voiture de police descendit l'allée, passa devant les jardins plantés par ma grand-mère, franchit les portes de la maison qu'il convoitait. Ma mère passa son bras autour de mes épaules. « Je suis fière de toi. Ta grand-mère le serait aussi. » Grant se vit refuser la libération sous caution. L'affaire pénale fut rapide. Il passerait des années en prison et en sortirait pour ne rien trouver. Ma fille naquit 4 mois plus tard. Parfaite, innocente. Elle est aimée. Je suis assise maintenant dans la cuisine de ma grand-mère, la lumière du soleil inondant les fenêtres de génération. Ma mère vient déjeuner chaque semaine. Nous nous reconstruisons, sans jamais dire « je te l'avais bien dit ». Grant pensait avoir épousé une victime, une cible. Il avait épousé une femme de la famille Wilson. Et nous ne rompons pas. Nous plions, nous survivons, et quand quelqu'un tente de nous réduire en cendres, nous renaissons de ces cendres pour bâtir quelque chose de meilleur. Il a maintenant tout le temps de réfléchir à cette erreur.